Alors bonjour, je me présente Willy Savard. J'ai été mandaté par notre CA pour faire l'analyse du projet de la cache du domaine suite à notre AGA. Juste pour me présenter un peu, donc j'ai un bac en administration option finance. J'ai fait un certificat en planification financière. Je suis conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective. Euh, en plus d'être administrateur dans le syndicat, ben, je suis aussi un propriétaire d'un condo d'hôtel à la cache du domaine. Donc, si vous voulez bien, on va passer à l'historique du projet. Je crois que c'est bien de remettre en perspective là, depuis le début qu'est-ce qui s'est passé. Donc, nos 56 unités, ça a décollé le 1er juillet 2016. Donc, la moyenne là, à 230 000 l'unité, c'est sûr qu'à 230 000, bon, le coût de l'unité est de plus ou moins 135 000. Donc, la centaine de mille de différence qu'il y avait, elle est allée où? Elle est allée dans la construction de l'hôtel qui a coûté environ 1 million de dollars. Après ça, on a eu l'ouverture du Noah Spa le 1er septembre 2017. Ça a été un investissement de 4 millions. Euh, Dans le projet, par la suite, on a eu l'ouverture du centre des congrès de Thetford Mine, qui lui a été 2 ans plus tard que prévu. Donc c'est sûr que ça l'a affecté toutes nos prédictions qu'on avait faites pour le projet. Donc le 1er juillet 2018, c'est l'ouverture. C'est un investissement de 8 millions par le gouvernement et de 500 000 par l'hôtel pour l'équipement. Par la suite, on a eu l'ouverture des 32 unités additionnelles le 27 juillet 2018 pour un investissement total de 3 500 000. L'ouverture du passage reliant le Noah Spa à l'hôtel par l'intérieur qui, selon les dires de Guy Roy, a fait une grande appréciation de la part des clients qui sont adeptes, là, qui viennent réserver à l'hôtel pour ce type d'activité. Donc ça a été ouvert le 15 août 2018. C'était un investissement de 160 000 pour faire ça. Il y a eu du dynamitage, donc c'est pour ça que les coûts ont été aussi élevés. Puis pour ne pas faire trop de bruit non plus pour nuire aux clients existants. Élément additionnel pour l'amélioration de l'expérience client et de créer un site exceptionnel. T'sais, en fait, ça, c'est toutes nos plus-values qu'on a autour du site qui fait que les gens ont le goût de venir louer une chambre d'hôtel dans notre coin plutôt qu'ailleurs parce qu'il y a de l'activité puis il y a une expérience qui est là ailleurs. Donc, il y a, pour les nommer là, sans les dates, la plage du Boisé, le mini-golf, les jeux d'eau sur le bassin, le centre d'escalade intérieur, le relais motoneige et quad, les stationnements sécurisés pour la motoneige et le quad. Tout ça ou sera un investissement total de 7 500 000. Après ça, il va y avoir une construction de chalets pouvant accommoder 14 personnes chacun. L'ouverture devrait être faite en octobre 2019. Il va y avoir aussi la construction des habitats prêts à camper pour accommoder 4 personnes. L'ouverture devrait être en décembre 2019. Et un camping 4 saisons de 120 sites. L'ouverture devrait être au printemps 2020. Ce qui fait un total d'investissement de 23 700 pour comparativement à notre investissement de départ si vous avez emprunté pour acheter votre condo de 10 000 Fait que je voulais juste mettre en perspective qu'est-ce qui s'est passé, mais aussi le poids ou la pression que les gens de la cache ont mis sur leurs épaules pour que le projet fonctionne, puis ils continuent de le faire, à injecter de l'argent pour que nos unités deviennent de plus en plus rentables. Donc, les explications des revenus et dépenses du projet. À gauche, on a les estimations des revenus si
l'évaluation reste à 220 000. Et à droite, on a si l'évaluation descendait à 135 000. 135 000 est une valeur qui n'est pas garantie, mais c'est notre coût de départ du projet pour chaque unité. Donc, on pense qu'on serait capable d'aller chercher, après négociation, cette vraie valeur-là d'évaluation. Donc, si on y va avec un nombre de nuitées à 14 000 sur un an, ce qui est très plausible parce que c'est presque le chiffre atteint l'an dernier. Donc, avec des revenus totaux de 140 dollars la nuit par 14 000 nuitées, ça nous fait 1,9 million de revenus. Et les revenus qui nous seraient à tarif fixe, redonnés par chambre louée à chacun des propriétaires, que ce soit en pourcentage ou en dollars, là, dans notre exemple, ça revient au même. Donc 58,13 multiplié par 14 000, ce qui nous fait 800 000 dollars. On divise ça par notre nombre d'unités, donc chaque unité reçoit 9 000 dollars annuellement. Notre taux de taxation est à 3 100 dollars. C'est là qu'il y a notre grosse différence entre une évaluation à 220 et 135. On parle d'un 1 000 dollars de plus dans nos poches si on avait une évaluation qui était plus basse. On a un fonds de prévoyance qui nous donne un total de 300 dollars. Le fonds pour les meubles, 445 dollars, ce qui nous fait un dépôt net de 5 396 dollars. On a aussi, que j'ai inclus là-dedans, l'allocation pour l'agrandissement pendant 5 ans. Et pourquoi qu'elle est inclue, c'est que elle nous aide dans le calcul de rentabilité de notre projet. Donc, pendant les 5 prochaines années, c'est un montant qui est inclus et qui aide à ce que notre profit devienne plus réaliste dans nos calculs. Donc ici, pourquoi un 1 000 $ qui nous est redonné, c'est les 32 unités qui profitent de nos installations, qu'on a déjà payé pour ça quand on a payé 230 000 l'unité, qui incluait l'ascenseur, asphaltage, le gazon, etc. Là, tout ce qui est autour de nos unités. Et la Caisse du domaine, ils veulent nous redonner le 1 000 $ sur 5 ans pour qu'on les ait aidés dans l'allocation, puis dans tout ça. Ainsi, ça nous fait un dépôt incluant cette allocation de 6 396 $. Les intérêts payés sur un prêt, et ces intérêts-là sont bien sûr déductibles, mais on ne rentrera pas dans ces détails, sont de l'ordre de 6 100 $. Donc, on peut conclure que pour 2020, on pourrait avoir un profit de 296. Il faut faire une différence entre un profit sur l'unité et le capital qu'on doit verser sur le prêt ou notre remboursement. Donc, on a les intérêts qui sont à 6 100 $ et on a un remboursement qui est à 6 500 $. Donc ici, on parle d'un déficit de fonds de roulement de 6 200 $ si vous avez emprunté pour votre unité. On aurait un déficit qui est 1 000 $ de moins avec 135 000 parce que les taxes sont diminuées. Ce qu'il faut comprendre ici, puis je pense que c'est important de le dire, c'est que dans notre projet, si vous avez utilisé l'emprunt, bien, vous avez fait appel à un effet de levier dans votre investissement. Et il faut bien comprendre cet effet-là. Dans la définition, ça va comme suit. Lorsque la rentabilité économique est supérieure au taux d'intérêt, il existe un effet de levier positif. Plus l'endettement est important par rapport aux capitaux propres, plus le levier est élevé et plus la rentabilité financière est élevée. Inversement, si le taux d'intérêt sur la dette
est supérieur à la rentabilité économique, alors le levier agit négativement. On dit que l'effet de levier se transforme en effet de massue, et l'effet de massue le dit s'affaisse, une masse. On peut aussi, dans ce qu'il faut bien comprendre quand on fait des emprunts comme ça, c'est que quiconque utilise des fonds empruntés pour financer l'acquisition de titres ou d'immeubles court un risque plus grand que s'il réglait l'acquisition au moyen de ses propres fonds. Quiconque emprunte de ses fonds pour acquérir un immeuble s'oblige à rembourser l'emprunt selon les modalités de celui-ci, intérêts compris, même si la valeur de cet immeuble acquise diminue. On se doit d'avoir une tolérance au risque qui est beaucoup plus élevée que la moyenne, ainsi d'être un investisseur qui est aguerri ou qui est capable de se refaire. Vous avez dans ces critères de tolérance au risque des entrées de fonds suffisants, autres que le placement disponible pour honorer vos obligations d'emprunt. Et ça, c'est ce que la banque vous a demandé quand vous avez décidé de faire l'emprunt. Les points positifs de l'effet de levier, c'est que ça nous aide à en faire plus avec moins. Donc, avec le même rendement, on en fait plus. Et puis, on a un effet démultiplicateur qui est de 23 fois notre investissement de départ. On a mis 10 000 $ et puis on se ramasse en un clin d'œil avec un placement d'une valeur de 230 000. Les points négatifs par rapport à ça, c'est qu'on a un risque qui est plus élevé parce que ça se peut qu'on ait à réinjecter de l'argent. Dans notre cas, c'est le terme de l'hypothèque, c'est les intérêts plus le capital. Et si on perd, donc si ça faisait ses faillites, puis tout, il n'y a plus rien qui fonctionne, il faudra encore rembourser ce qui nous reste sur l'hypothèque, donc notre 225 000 moins ce qu'on a de payé, versus un 10 000 $ de départ. Donc, il y a un effet positif et il y a des points négatifs à utiliser l'effet de levier. Je vous parlais de ça pour essayer de comprendre comment on peut voir la rentabilité du projet. Donc, encore une fois, ici, je vais utiliser les paramètres si on avait d'investi avec 14 000 nuitées pour 2020. Vous avez l'exemple à 13 500 et à 14 900 aussi de disponible. Si vous n'aviez pas emprunté et que vous aviez mis 230 000 $ pour acquérir votre unité, on pourrait parler annuellement d'un dépôt de 6 396 $. Donc, ce 6 396 $-là, si vous l'aviez placé à la banque et vous demandiez quel rendement que je vais avoir si tu me déposes dans mon compte 6 396 $, c'est un rendement de 2,78 %. Si on se rend à 14 900 unités, on a un rendement de 3 %. Donc, si on donne un comparable là, à ce qui est des dépôts à terme ou ce qui est des obligations qui ont un certain risque aussi, mais qui donnent un revenu mensuellement ou annuellement, on va aller chercher un rendement du même type, mais je crois que c'est beaucoup moins élevé que ce qu'on peut avoir comme rendement ici avec le projet. Si on faisait l'emprunt, donc ce qu'il faut comparer, c'est j'ai pas l'argent, donc moi j'ai mis 10 000 $. Avec mon 10 000 $, j'ai aussi fait un investissement mensuel de 533 $. Donc, de 533 $, c'est simple, c'est mon 6 300 $ que j'ai divisé par 12, ce qui va me donner mon 533 $.
Donc mensuellement, j'ai fait un placement de 533, ce qui lui m'a donné aussi un rendement de 2,78. Donc mon dépôt d'intérêt pour ce montant de 10 000 plus le 533 par mois est un dépôt en intérêt de 373 $. Donc c'est là que l'effet de levier vient un avantage dans notre placement. C'est que avec notre 10 000 plus notre 500 notre 503 $ par mois, on va aller chercher 5 700 $ de plus à 13 500 unités et 6 022 parce qu'on a cet effet de levier-là. Sans l'effet de levier, on resterait avec un rendement d'à peu près presque 400 $. Donc, on fait plus avec moins ou avec l'argent des autres. C'est ça l'effet de levier. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas mettre la main dans nos poches, mais je tenais à faire le comparable parce que voyez que vous profitez déjà avec cet investissement d'un effet de levier et vous avez un bon rendement, bien que vous ayez à investir. Vous avez une obligation d'investir mensuellement, ce qui est le côté un peu plus négatif de l'effet de levier. Ici, je sais que à peu près tout le monde à l'AGA voulait savoir que c'est beau tout ça, mais quand est-ce que le projet va devenir rentable? On a trois paramètres ou trois variables pour considérer la rentabilité dans le projet. Donc, on a en point 1, on a le nombre de chambres louées, le pourcentage d'occupation qui va avoir un impact sur la rentabilité. On a le prix moyen de location et on a l'évaluation municipale pour les 56 unités qui pourrait être revue à la baisse ou à la hausse. Donc, c'est nos trois paramètres. Dans nos hypothèses, on va s'en tenir à 2020 avec 14 000 unités, avec un coût de location à 140 $ l'unité, ce qui nous donne un revenu fixe de 58 $ et 13 par unité, donc le montant qu'on reçoit de la Caisse du Domaine par unité louée, et notre paiement sur notre prêt Desjardins de 1066 pour un solde de prêt en 2020 qui frôle aux alentours de 200 000. En 2021, ben, on a un renouvellement hypothécaire, donc on ne peut pas garantir ça va être quoi le taux, donc le paiement mensuel non plus. Et même chose pour 2022, 2023. Donc ici, on veut voir quand est-ce que le projet est rentable. Avec une évaluation à 220 000, même si on regarde j'ai en 2020, en 2021, en 2022, en 2023, un nombre d'unités louées. Donc ici, on va se concentrer à 14 000 unités. 14 000 unités, bon, j'aurais, avec mes probabilités, un taux d'occupation à 43%, un déficit de fonds de roulement de 6 000, une mensualité de placement, donc un coût à faire ou à injecter mensuellement de 517. Et si j'avais 4 900 unités, ben, j'aurais à investir mensuellement 470 $. Si on descend en 2023, avec 19 000 unités louées, on aurait mensuellement à placer 74 $. C'est là que ça devient intéressant si on réussit à diminuer notre évaluation à 135 000 en 2023 avec un nombre de nuitées à 19 000. C'est là qu'on a notre point zéro, donc nos intérêts sur notre prêt sont couverts et la mensualité totale, remboursement capital et intérêt, est couverte. Donc, le chiffre magique est quoi? Diminution de l'évaluation à 135 000. On loue 19 000 unités à un coût de
excusez-moi, de 155 l'annuité. Donc en 2023, c'est 155 l'annuité pour que le projet devienne rentable là, à 100% et autonome. On m'a demandé aussi de calculer pour établir la demande qui a été faite par Guérois pour simplifier la tâche, de nous donner un revenu fixe, et on a le choix de le faire un revenu fixe ou à pourcentage. Donc, pour comprendre tout ça, c'est qu'il faut comprendre comment le calcul a été fait. En 2020, nos frais d'opération qu'on redonne à la cache du domaine sont de 25%. Eux, avec ça, ils vont jouer avec le marketing, ils vont faire de la promotion, ils vont faire leur opération de l'hôtel. On partage les frais de TPV, les autres frais là, de OTA, les frais de ménage, c'était un bon débat. Les frais de ménage qui sont à 20,80%, des frais d'autres dépenses courantes de l'ordre de 8,78%, ce qui nous fait des frais totaux de 58,48%. Donc, nos bénéfices sont de l'ordre de 41%. C'est comme ça qu'on établit le revenu qui est redistribué par chambre et qui est recalculable annuellement. L'avantage de mettre ça avec un revenu fixe, c'est plutôt que d'avoir à essayer de se planifier une journée, de rentrer avec les comptables et puis regarder chacune des factures, puis d'essayer de comprendre, puis de balancer tout ça. On peut faire ça annuellement. Donc, cette vérification des factures devient beaucoup moins lourde, autant pour l'administration de la cache que pour notre CA. Et le résultat, à la fin, arrive au même. Les gens qui sont en entreprise vont bien le savoir, là, avoir à faire des états financiers mensuels, ce serait très pénible et très coûteux. L'autre avantage, c'est que ça permet, donc, vu qu'on utilise moins de ressources pour faire ces calculs-là, de prendre les mêmes capitaux, puis de prendre, des investir dans le marketing, de mettre plus de temps avec ces mêmes ressources-là pour qu'on fasse plus d'argent rapidement avec notre investissement, plutôt qu'à calculer des factures mensuellement, ou même mensuellement. J'ai trouvé ça super pertinent parce que j'ai une de mes clientes qui dirige un hôtel au Saguenay. Et dans le fond, je suis de l'externe quand même, fait que je comprends pas tout le temps toute votre réalité à 100%, mais je pense que d'une région à une autre région, on n'est pas à Montréal, puis on n'est pas à Québec. Donc, j'ai été capable d'avoir certaines informations. Ce qu'il faut comprendre avec cet hôtel qui est au Saguenay, ils ont un prix de location moyen à 112 la chambre. Bon, c'est pas le même. Là, on pourrait peut-être plus comparer ce type d'hôtel-là à un Comfort Inn, par exemple. Ils ont un taux d'occupation à 64%. Les mois les plus faibles sont à 50% et les mois les plus forts à 90%. Donc, il y a une fluctuation là-dessus. Donc, ils ont un taux de taxation à 1 683 la chambre. Nous, on a 3100 avec une évaluation à 220. Et même si on avait une évaluation à 135 000, on est à 2100, ce qui est, à mon sens, beaucoup plus élevé qu'au Saguenay. Et je ne comprends pas pourquoi. Je pense qu'il y a une lourdeur administrative à Thetford qui se doit d'être révisée. Opinion personnelle ici. Donc, selon la directrice de l'hôtel, j'y ai demandé, pour un congrès, là, ça prend combien, ce qui se loue, c'est combien d'unités pour les réservations. Que les congrès en 2019-2020, la tendance, c'est de dire ça loue entre 60 et 100 chambres.
Donc, ici, c'est pour faire le lien entre est-ce qu'on avait besoin de nos 32 nouvelles unités pour les congrès. La réponse, c'est oui. Si on regarde le total des frais qu'on paye présentement, qui sont de 58%, l'hôtel au Saguenay paie 67% au total de ses frais, et ceci n'inclut pas on n'est pas avec les remboursements, là. On est avant amortissement et avant remboursement de capital là, sur emprunt. Donc, les bénéfices de l'entreprise sont de 32%, quand nous, présentement, sont de l'ordre de 41%. Je trouvais pertinent de donner des comparables comme ça, parce que est-ce que ça va bien, est-ce que ça va mal? Selon moi, on est dans ça fait quand même peu de temps qu'on est dans le domaine, parce que ça fait moins de 3 ans, et puis on a déjà une rentabilité à 41%. Je trouve que ça fait du sens. Puis même que la directrice de l'hôtel trouvait que ça allait quand même bien avec le peu de temps qu'on avait investi là-dedans. Donc, on va avoir le choix de faire un paiement par chambre louée. L'option 1 est en dollars, donc en dollars qui serait de l'ordre de 58,13 la chambre louée. Qui a été calculé par 140 $ la chambre moyenne. Si vous regardez dans mon tableau que je vous ai monté ici, le budget en 2019, donc en janvier, en février, mars, avril, donc il y a un coût moyen qui a été budgété, ce qui nous donnerait une moyenne à 140 $. Si on compare par exemple à 2018, en 2018, si on avait fait l'option 1, on aurait eu un montant qui aurait été de l'ordre de 136,53 $ parce qu'on aurait payé en dollars. Et si vous voyez, même si j'ai pris en dollars le 136, il y a eu des mois en janvier que j'aurais eu plus. J'aurais eu plus ici, j'aurais eu plus ici, j'aurais eu plus ici, j'aurais eu plus ici, j'aurais eu plus ici. Mais ici, j'aurais eu moins. J'aurais eu moins, j'aurais eu moins, j'aurais eu plus, j'aurais eu plus, et j'aurais eu plus. Autrement dit, en l'ayant mis en dollars en 2018, j'aurais été pour la plupart des mois avantagé versus de l'avoir pris en pourcentage. Comment que le pourcentage est calculé, c'est que comme je vous ai montré dans d'autres diapos, le pourcentage équivaut à 41,52%. Ce 41,52%, on le prend et puis on le prend par le nombre de chambres louées, et ce qui va nous donner notre montant. Donc ici, si on regarde dans notre option 2, à 41,52%, j'aurais, selon le budget, 55. Donc à 55,22, j'aurais plus en janvier, plus en février, plus en mars, plus, moins, égale plus. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que, selon moi, si on regarde la moyenne, il serait plus avantageux ou plus stable de prendre la moyenne ou l'option 1. Vous aurez à voter sur l'option que vous voulez avoir de plus, mais je crois que avec le tableau que vous avez ici, c'est plus simple que de comprendre la différence entre les deux. Donc, il y a des bons mois, il y a des moins bons mois dans l'année, et on pourrait en avoir plus dans certains mois et moins dans certains mois avec le pourcentage, et avoir une plus grande stabilité au niveau des revenus si c'était fait en dollars. Je voulais aussi vous partager, donc c'est un tableau qu'on a, que vous allez avoir
qu'on va vous partager, parce qu'on pense qu'on veut être très transparent avec vous. Quelles sont les 88 unités et quand est-ce qu'ils ont été loués? Ce que j'ai constaté en faisant l'analyse de ça, c'est que le quart de nos nouvelles ventes, ils proviennent du fait qu'on a 88 unités. Tout ce que vous voyez qui est en vert, donc tout le vert et toutes les fois où pour de notre côté, 100% de nos unités étaient louées. Donc, on était à 100% de notre capacité, puis on a continué à faire encore plus de revenus à cause des autres unités. Et encore une fois, ce qu'il faut comprendre avec plus d'unités, c'est qu'on a plus de chances d'aller chercher des congrès. L'annexe A maintenant, c'est une opinion, mais ici, je crois que l'annexe n'est pas un contrat, ou annexe ou pas, quand on s'est fait présenter le projet, on avait des frais de ménage qui étaient inclus et que si on focus là-dessus, vous vous souvenez, au point de départ, on a mis un investissement d'environ 10 000 quand la Caisse du domaine a investi 23 millions. J'ai pas le goût de m'estiner avec les gens qui m'aident à générer plus de revenus pour des mini pourcentages de quelque chose qui, en bout de ligne, je crois, serait juste bon pour les avocats à la fin. Donc, conclusion, le projet est presque rentable, mais nous devrions injecter encore plus ou moins 400 $ par mois pour 2019-2020. À 19 000 chambres louées à un taux de 155 $ en moyenne, le prêt levier de 225 000 se paie tout seul. La confiance est pas mal rétablie avec la nouvelle équipe de gestion. J'ai appelé Guy plusieurs fois, j'ai jamais eu de problème à lui parler. On a pu travailler ensemble sur certains calculs, certaines choses que je voulais avoir de lui. Puis ça a tout le temps été oui. Donc la disponibilité est là. Je vais vous inviter à aller voter entre le type de frais, de tarif que vous voulez. Donc, est-ce qu'on veut un revenu fixe en dollars ou en pourcentage? Vous aurez le choix là-dessus. L'évaluation doit vraiment diminuer. Nous espérons voir une valeur logique à 135 000. Nous avions besoin des 32 unités pour attirer les congrès. Et ceci nous aide à augmenter nos revenus et à diminuer nos dépenses parce qu'on split les dépenses à 88 versus 56. Donc, selon mon analyse, c'était une bonne chose que de rajouter les 32 unités. Et si on avait demandé aux gens, est-ce que vous voulez réinjecter plus d'argent dans 32 nouvelles unités, la réponse, d'après moi, aurait été on va commencer par rendre ceux-là rentables. Donc, la position de la cash là-dessus était, selon moi, une bonne position pour que le projet continue d'avancer et qu'il devienne de plus en plus rentable rapidement. Je crois que nous ne devrions pas aller plus loin avec l'annexe A, car si on veut garder une bonne relation avec nos promoteurs du projet et que la finalité enrichirait seulement les avocats, on devrait plutôt garder nos bénéfices pour payer nos mensualités. Puis je crois que c'est vraiment une meilleure solution que de se relancer la balle pour pas une énorme différence entre les deux, parce que l'analyse provenant de l'audit du groupe RDL conclut que toutes les balances entre les montants reçus et ceux perçus de la Caisse du domaine étaient là. Donc je pouvais comprendre qu'au début, les anciens gens qui dirigeaient la cash, on se demandait, bon, est-ce que ils nous ont tous payé, est-ce que ça balance? On a eu besoin de faire la vérification de tout ça. Il y a eu des petits ajustements, mais maintenant, c'est rétabli. Il y a une conclusion qui nous dit que entre ce qu'on reçoit et ce qu'on a perçu est la même. Donc, on va de l'avant, puis on focus plus sur
mettre de l'avant notre projet pour que nos unités soient plus vendables et plus vendues et créer une atmosphère qui est plus positive autour du projet. Donc, je crois qu'on doit se parler aussi de la mission de chaque propriétaire. Donc, répandez, faites de la bonne publicité, répandez la bonne nouvelle, que ça va bien, que c'est un beau projet, que les gens devraient venir. Donc, utilisez vos cercles d'influence pour parler en bien du projet. Invitez les gens à venir partager les publications Facebook qui sont faites. Si ce n'est pas déjà fait, allez aimer la page Facebook de la Cache du domaine. Informez-vous sur les activités autour de l'hôtel et faites-en la promotion indirectement, ça nous aide. Essayez d'organiser des activités qui incluent la cache du domaine de façon directe ou indirecte avec vos entreprises, avec vos familles. Essayez de faire pression pour diminuer les taxes de Tethermind qui sont beaucoup plus élevées que la moyenne, selon moi, pour être quelque chose d'intéressant à faire. Donc, ceci m'est fait à mon analyse. Je vous remercie de votre temps et n'oubliez pas d'aller voter.